Donc, bonjour à tout le monde et très bienvenue à un nouvel entretien du groupe Minor Universality. Cette fois-ci avec la sociologue Gisèle Sapiro, que j'accueille très cordialement. Bonjour Gisèle. Bonjour. C'est un vrai plaisir de te retrouver avec nous. Cette rencontre est aussi l'expression de nos projets partagés qui prennent leur suite depuis un colloque en hommage à Pascal Casanova qu'on avait organisé ensemble au Centre Max Bloch de Berlin. C'est donc vraiment un geste de solidarité intellectuelle et d'amitié, et surtout en ce temps de Covid-19, et je t'en remercie vivement. Gisèle, tu es directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, en même temps directrice de recherche au CNRS, et membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques à l'EHESS, qui est donc né du célèbre Centre européen de sociologie européenne, fondée par Raymond Aron et qui a été dirigée très longtemps par Pierre Bourdieu. Tu as été vice-présidente de l'EHESS, notamment pour les affaires internationales. Tu es membre de l'Academia Europea et tu as dirigé le projet européen Interco-SSH sur les conditions de la coopération internationale en sciences sociales et humaines. Donc, pour présenter très brièvement ton parcours, tu as d'abord étudié la littérature comparée et la philosophie à Tel Aviv, en Israël, et tu as ensuite fait ta thèse en France sous la direction de Pierre Bourdieu, que tu as soutenu sur les engagements des écrivains dans le champ littéraire français pendant et après la Seconde Guerre mondiale, et qui a été publié en 1994 sous le titre La guerre des écrivains, publié avec Fayard. Depuis, tu t'es attaché à développer le programme de Pierre Bourdieu à la sociologie des champs littéraires, le marché de l'édition, la circulation des biens symboliques et la traduction, et tu as proposé des travaux innovants en sociologie des intellectuels et la circulation des idées. Tes recherches ont mis en exergue les processus d'autonomisation des champs intellectuels ainsi que ceux d'engagement et de désengagement des intellectuels. Donc tu as notamment publié sur ces thèmes l'ouvrage Les écrivains et la politique en France, de l'affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie au Seuil en 2018. Récemment, tu as édité le monumental Dictionnaire international Bourdieu, qui vient de paraître au CNRS Éditions, un travail monumental, une grande œuvre, un travail biographique mené collectivement sur celui qui est aujourd'hui, tu le précises à plusieurs reprises, le sociologue le plus cité dans le monde. Tes ouvrages ont eux-mêmes circulé largement et ont été publiés et traduits dans de nombreux pays et nombreuses langues, peut-être entre autres parce qu'ils donnent des clés de lecture à des problématiques et enjeux de grande actualité. Donc prenons comme exemple ton dernier essai, qui vient de paraître au Seuil aussi l'an dernier. Donc tu as été très productive et je le dis avec admiration en ce temps de Covid, sous les titres Peut-on dissocier l'œuvre et de l'auteur, où tu remets en perspective donc le débat œuvre-auteur en étudiant l'histoire du rapport entre la morale de l'artiste et celle de l'œuvre, à l'aune des récentes affaires Polanski et Masnev. Entre autres études de cas que tu utilises, on pourrait aussi penser à un cadre allemand que tu évoques autour de l'œuvre de Heidegger ou de Hans Robert Jauss, par exemple. Donc ta position et tes objets d'étude se trouvent au croisement de plusieurs champs épistémologiques et disciplinaires, entre sociologie et littérature, mais aussi entre différents champs nationaux, internationaux et transnationaux. Et cela nous a donné beaucoup envie de dialoguer avec toi sur des questions des savoirs, de la circulation des savoirs et de l'universalité. Donc je commence par une question politique de grande actualité, il me semble. On a accusé les sciences humaines et sociales d'avoir fortement contribué par un constructivisme ou même un déconstructivisme souterrain ou même programmatique, un relativisme des connaissances. Étant en faveur d'un perspectivisme, elle n'aurait aujourd'hui non seulement aucune recette contre une politique manipulatrice des alternative facts, donc là je fais évidemment référence
au cadre américain de la discussion, mais qui nous a influencé beaucoup en Europe aussi, je pense. Mais donc les sciences humaines et sociales auraient même été à l'origine de la destruction de l'idée de vérité. Est-ce que ce constat est juste et comment y répondre? Oui, merci de la question et merci de l'accueil dans ce groupe autour d'une problématique qui me tient beaucoup à cœur. Alors tout d'abord sur cette question, la question du statut de la vérité scientifique n'est pas neuve. Elle a été posée dès le début du XXe siècle, au moment où le paradigme scientifique s'imposait. Le philosophe Pierre Duhem avait déjà pointé le problème de la sous-détermination empirique des théories scientifiques, thèse qui a été reprise par William Orman Quine dans Two Dogmas of Empiricism, et Thomas Kuhn dans La structure des révolutions scientifiques ouvrait lui aussi la porte au relativisme en pointant l'incommensurabilité des paradigmes qui se substituent historiquement les uns aux autres, tout en se défendant Kuhn se défendait d'être relativiste. Et la question du relativisme a soulevé pléthore d'écrits et de controverses. De fait, les premiers sociologues des sciences, en particulier Robert Merton, ne mettaient pas en cause la véracité de la science, mais ils étudiaient les normes et valeurs qui guidaient ou devaient guider les scientifiques. C'était le communisme, l'universalisme, le désintéressement et le scepticisme organisé. Mais dans les années 70, s'est développée une sociologie des sciences plus critique qui mettait l'accent sur les luttes de pouvoir au sein du champ scientifique et les enjeux de pouvoir liés à la science. Le premier article de Pierre Bourdieu sur le champ scientifique en 1975 théorise la compétition entre pairs pour l'accumulation de capital symbolique. Et c'est dans le sillage de cette approche que Bruno Latour a développé une approche relativiste, même s'il lui aussi s'en défend, qui étudie les scientifiques de l'extérieur sans s'interroger sur ce qu'ils font. Dans La vie de laboratoire, donc la production d'été scientifique, coécrit avec Steve Woolgar, il rejoint sous ce rapport le programme fort élaboré par David Bloor en 1976, qui entend traiter de façon symétrique les théories scientifiques, qu'elles soient vraies ou fausses. Donc les historiens des sciences comme Stephen Shapin ont entrepris aussi à cette époque de faire une histoire sociale de la vérité, pour reprendre le titre d'un de ses livres. Alors on ne peut pas nier que des facteurs sociaux, économiques et politiques pèsent sur la science. Il suffit d'observer ce qui se passe actuellement autour des vaccins. Cela suffit-il à remettre en cause le statut des vérités scientifiques ? Cela doit-il nous conduire à dire qu'elles ne sont que des croyances plus puissantes que d'autres ? Certes, elles sont des croyances plus puissantes, mais, diront ses défenseurs, ce sont aussi des croyances fortes parce qu'elles marchent. La technique marche, fait des progrès, la médecine marche, fait des progrès, même si c'est par tâtonnement souvent. Alors, comment concilier la croyance dans la rationalité scientifique avec les analyses socio-historiques qui mettent en avant les facteurs sociaux, économiques et politiques ? Alors Bourdieu a tenté une réponse à cette question ardue dans son livre Science de la science et réflexivité. Dans le sillage de Marx, Mannheim et Merton, il situe en fait la réponse dans le mode de production de la science et le statut particulier du chercheur qui doit se détacher en fait au moins en partie des intérêts socio-économiques et politiques et adhérer à certaines valeurs et règles que Bourdieu lui définit comme le champ scientifique. Donc pour lui, les vérités scientifiques sont les produits de ce champ qui exerce un contrôle collectif, détermine un espace des possibles et des pensables, des méthodes qui sanctionnent ceux qui les transgressent, mais cette autonomie n'est jamais absolue et elle peut varier en degrés et on voit comment les scientifiques aussi peuvent être instrumentalisés par les pouvoirs en place ou se mettre à leur service, par exemple le nazisme. Mais on voit aussi comment, même sous des régimes autoritaires, les scientifiques peuvent maintenir des pratiques relativement autonomes, que l'on pense aux statisticiens en URSS auxquels Staline demandait de produire des résultats conformes à son plan et qui en fait ont tous été exécutés car les résultats ne correspondaient pas aux attentes de Staline. Donc Staline lui croyait dans la science, les statisticiens y croyaient aussi, mais en suivant leur protocole, en fait ils n'arrivaient pas aux résultats escomptés.
Donc évidemment, moi je ne remets pas en cause la valeur et le statut épistémologique privilégié des faits scientifiques, même si évidemment il ne faut pas avoir une vision naïve de la vérité ni de l'inductivisme et que même le falsificationnisme pose problème, des problèmes qu'a soulevé Quine. Mais il n'empêche que l'autonomie relative du champ scientifique permet d'arriver à un statut de connaissance partagée et à obtenir des résultats. Oui, merci. C'est très intéressant aussi de voir ce long processus de la discussion qu'on oublie souvent, notamment en parlant des alternative facts, mais qu'il y a déjà évidemment une longue tradition qui discute ce problème que tu nous rappelles, et je pense que c'est très important. Moi, je voudrais bien revenir maintenant plus concrètement à la manière dont la théorie bourdieusienne a essayé depuis très longtemps, depuis ses débuts, de réagir à ce genre de problème par une notion centrale de cette sociologie qu'est l'habitus. Et c'est une notion que tu as travaillée toi aussi dans des articles fondamentaux, parce que je pense que c'est une notion qui est quand même au cœur d'une certaine manière justement de ce problème aussi. Donc l'habitus est l'incorporation du monde social, donc c'est ce que nous avons dans nos corps, c'est l'histoire devenue nature alors, comme disait Bourdieu. Mais en même temps, il s'agit d'une potentialité qui nous permet de développer une stratégie d'agir et de nous lancer vers un futur, de nous comporter en effet. Et il s'agit donc, comme disait Bourdieu, d'une structure structurante qui incorpore les deux façons de la vie sociale. Et c'est donc une notion qui permet d'éviter cette opposition ancienne entre le matérialisme des structures et un idéalisme, si l'on veut, de la conscience, ou autrement dit, entre un subjectivisme total et un objectivisme total. Donc, si nous considérons cette structure maintenant par rapport aussi à l'observateur, comment créer quelque chose comme un regard objectif sur un champ social. Donc, comment finalement traiter de notre propre subjectivité, de notre habitus, dans le travail de sociologie? Oui, la réponse est encore une fois dans le champ scientifique. Nos habitus sont façonnés par notre éducation primaire, familiale et secondaire, scolaire dans les sociétés modernes, puis par la formation professionnelle. Mais en effet, les premières expériences étant les plus importantes, elles vont cadrer les suivantes et il est très difficile, comme on sait, de se départir d'habitudes de pensée acquises au cours de notre socialisation. Et c'est pourtant bien ce que l'on fait au cours d'une formation scientifique. Et c'est aussi le sens que Descartes donnait à la notion de doute méthodique qui consiste à interroger toutes nos certitudes. La formation scientifique nous apprend à regarder le monde autrement, à repérer des régularités ou établir des relations entre des phénomènes qui nous paraissent contingents, à rompre avec une approche essentialiste au profit d'une approche fonctionnaliste et ou relationnelle, comme l'analysait Ernst Cassirer dans Substance et fonction, livre qui a profondément marqué Pierre Bourdieu et sa conception épistémologique. C'est par ces procédures d'objectivation que nous pouvons rompre avec notre point de vue subjectif, même s'il ne disparaît jamais, comme le soulignait Max Weber. Weber écrivait dans son essai sur l'objectivité que cette subjectivité reste déterminante pour comprendre l'intérêt et l'investissement scientifique des chercheurs. C'est pourquoi il faut adopter une rigueur méthodologique et des procédures d'objectivation. Et Norbert Elias rappelait aussi que certains intérêts scientifiques, comme l'accent qui est mis sur l'individualisme dans nos sociétés modernes et dans les théories modernes, sont liés en fait aux valeurs qui prévalent dans une configuration sociale donnée, c'est-à-dire nos sociétés contemporaines. Donc la réflexivité sur les concepts est d'autant plus importante qu'ils sont susceptibles de véhiculer des croyances et des préjugés. Et c'est ce qu'Émile Durkheim a appelé les prénotions. Ce risque est plus élevé si l'on emploie des notions tirées du sens commun, comme famille ou profession. Lorsque les historiens allemands ont émigré aux États-Unis, ils ont découvert la sociologie des professions américaines et ils se sont demandé de quoi il s'agissait.
parce que la notion de Beruf en allemand n'avait pas du tout les mêmes implications que celle de profession, et ça conduisait en fait à réviser une sociologie des professions qui avait universalisé et hypostasié le modèle d'organisation des professions libérales aux États-Unis. De même, famille est trop connotée de l'idéologie familialiste bourgeoise européenne du 19e siècle et empêche de comprendre d'autres formes d'organisation du groupe domestique, concept qui est, on le voit, plus détaché de la vision du monde dominante aujourd'hui. Et le philosophe des sciences Gaston Bachelard voyait dans le recours à des concepts abstraits le signe de la science moderne. Alors, dans l'esquisse d'une théorie de la pratique, Bourdieu préconisait de rompre avec l'approche phénoménologique qui est centrée sur le vécu et qui ne s'interroge pas sur les conditions sociales de sa possibilité. La linguistique et l'anthropologie structurale, comme le marxisme, ont opéré une telle rupture en insistant sur les relations objectives. Alors, si je prends par exemple l'exemple des rapports genrés, l'approche phénoménologique mettra l'accent sur la séduction telle qu'elle est vécue, tandis qu'une approche objectiviste soulignera la domination masculine et les inégalités des rapports entre hommes et femmes. Mais pour Bourdieu, en sciences humaines et sociales, on ne peut s'arrêter à ce moment objectiviste. Il faut réintroduire le point de vue et l'expérience subjective des individus en situant cette expérience dans cet espace de relations objectives, par exemple dans les situations d'inégalité linguistique. Car on ne comprend pas comment la domination masculine fonctionne, si je suis cet exemple, si on ne comprend pas que les dominés, en l'occurrence les femmes, partagent avec les dominants des catégories de perception et d'évaluation qui les relèguent en fait dans une position dominée. Et c'est pour ça que Bourdieu dit que cette domination ne s'exerce pas avec le consentement des dominés. Il récuse la notion de consentement, mais il dit c'est avec la complicité des dominés, une forme de complicité structurale liée au fait qu'ils partagent les mêmes catégories, et c'est ce qu'il appelle la violence symbolique. Alors la sociologie a développé des outils pour recueillir le point de vue subjectif des individus, c'est la méthode de l'entretien qui requiert une vigilance pour ne pas biaiser la parole des enquêtés. Et avec la misère du monde, Bourdieu a voulu faire émerger ces points de vue dans l'espace public en renversant le rapport habituel entre la parole des enquêtés et celle de l'enquêteur dans la présentation des résultats de l'enquête. D'ailleurs, ce livre a eu un succès faramineux qui n'était pas du tout attendu par l'éditeur. Ça s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Voilà. Il y a d'autres méthodes historiques, bien sûr, comme le travail sur les journaux intimes, sur les correspondances et ainsi de suite. Merci Gisèle pour votre réponse. Alors moi j'aimerais rebondir sur la question de Marcus sur la subjectivité et votre réponse et insister sur les mots de la sociologie: acteur, agent, individu, enquêté, autant de mots pour désigner les hommes et les femmes dont parlent les sociologues. Quelle conception du sujet peut-on avoir aujourd'hui en sociologie et peut-on en donner une définition universelle ? Alors merci pour cette question qui est une question difficile dans la mesure où la notion de sujet elle-même est le fruit d'une histoire, celle de la subjectivation, qui est étroitement liée à la montée de l'individualisme. Mais ce n'est pas nécessairement l'individualisme qui a produit la subjectivité. Cela pourrait même être l'inverse. Des travaux comme ceux de Alois Hahn ont montré que le processus de subjectivation est lié à une technique particulière de production d'un récit de soi, la confession. Et on peut inscrire cette technique dans un processus plus général d'individualisation et d'intériorisation de la faute, désormais associée au libre arbitre. Ce n'était pas le cas au Moyen-Âge, par exemple. Alors, comme l'a montré le sociologue durkheimien Paul Fauconnet dans son livre sur la responsabilité, donc il y a un processus de subjectivation, et notre subjectivité occidentale moderne est le fruit de cette histoire qui est marquée par la sécularisation des cadres de production des récits de soi. On a les interrogatoires de police, la psychanalyse,
valorise les témoignages sur des événements traumatiques comme les guerres, les massacres, la présentation de soi dans des entretiens d'embauche ou auprès de l'administration, par exemple dans le cadre de recherche d'emploi, ou encore aussi les réseaux sociaux, Facebook ou LinkedIn, enfin tout ça sont des espaces de production de récits de soi. Alors ces situations sont des cadres de production des identités individuelles qui doivent être inscrits plus largement dans les cadres de production des identités collectives propres à chaque société. Et les travaux de Bernard Pudal menés sur les autobiographies critiques produites sous les régimes communistes sont particulièrement éclairants à ce propos. Et aussi, on sait que l'autocritique était pratiquée dans les organisations de jeunesse nazies. Voilà. Et d'ailleurs, sur les cadres de production de récits de soi dans notre société, je vous invite à lire le roman de Camille Laurence, Celle que vous croyez. C'est un très beau roman sur la production de l'identité féminine et les cadres qui les produisent. Alors, il n'est pas aisé, une fois qu'on a historicisé cette notion, de la reprendre telle qu'elle, d'autant qu'elle véhicule des connotations liées aux philosophies du sujet, qui sont des philosophies spiritualistes, qui éludent les processus d'incorporation qui chargent le corps autant que l'esprit de mémoire et de signification, tout comme elles éludent en fait la dimension collective de la vie sociale. Alors, personnellement, je dois dire que j'évite soigneusement d'employer cette notion de sujet. Je parle plus volontiers de vécu, d'expérience, de perception. Alors, je n'ai pas de mal à me passer de cette notion, sauf pour l'opposer à objet, notamment, je dirais, dans la reconnaissance des autres comme sujet. Et donc là, je pense qu'il est important de faire au moins exister cette notion pour l'opposer à toutes les formes d'objectification, de chosification d'autrui. Merci beaucoup. Alors, ma seconde question concerne la possibilité de concevoir ou non en sociologie une universalité du savoir. Aujourd'hui, de nombreux intellectuels se déplacent dans le cadre de migrations forcées ou plus volontaires. Ce déplacement peut entraîner la rencontre de différentes épistémologies, méthodes et éventuellement la remise en question des savoirs. Les trajectoires des auteurs postcoloniaux exilés aux États-Unis tels que Edward Said, Ranajit Guha ou Tu Weiming sont un exemple historique de ces habitus clivés par le déplacement. La position d'entre-deux que confère l'exil leur a permis de construire une pensée hybride qui émerge dans les années 70, une critique de l'Occident depuis l'Occident. Vous avez formulé vous-même cette question lors d'une intervention à l'Université de Dakar en janvier 2018 et dans un article qui sera publié prochainement. Donc je souhaite vous la reposer ici. Le décentrement des épistémologies occidentales entraîne-t-il le relativisme ? Oui, merci pour cette question. Effectivement, c'est une réflexion en cours que j'ai présentée en effet à ce colloque de Dakar sur le décentrement, puis au séminaire Experimental Critical Theory à UCLA. En fait, je veux démontrer que le décentrement épistémologique ne conduit pas nécessairement au relativisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser. L'hypothèse relativiste semble découler de l'idée même de décentrement si l'on admet la thèse de Kuhn sur l'incommensurabilité des paradigmes à laquelle je souscris. Donc l'hypothèse holiste, que les concepts font sens en rapport avec les méthodes, les observations sont fortement liées à ces méthodes et à ces outils et à ces concepts théoriques. Mais d'une part, l'incommensurabilité n'a jamais empêché la circulation des idées et leur appropriation, absorption, redéfinition par de nouveaux paradigmes, car ceux-ci ne sont pas étanches en fait. C'est d'ailleurs par ce mécanisme que Kuhn explique leur renouvellement à terme. Évidemment, ces appropriations ne peuvent se faire sans répondre à des conditions de cohérence théorique et de compatibilité épistémologique. Elles nécessitent des synthèses raisonnées qui sont la forme d'avancement des connaissances. Par exemple, on pourrait dire que la théorie sociologique de Bourdieu est en grande partie le fruit d'une synthèse raisonnée entre Marx, Durkheim et Weber, qui est à l'origine d'une nouvelle théorie.
D'autre part, l'histoire des sciences et des savoirs nous révèle que les épistémologies aujourd'hui présentées comme non occidentales ont bien fait partie jusqu'au XVIIIe siècle de l'histoire de la pensée, et qu'elles ont nourri les théories et approches dites occidentales. Alors il suffit de mentionner la philosophie arabe en Andalousie pour remettre en cause les assertions selon lesquelles la philosophie et la pensée occidentale se seraient développées hors de tout contact avec ces systèmes de pensée soi-disant non occidentaux. On redécouvre aujourd'hui les noms d'Ibn Khaldoun, d'Averroès, Ibn Rushd, et on peut citer aussi l'intérêt de Leibniz ou de François Quesnay pour la philosophie indienne. Comme le démontre un livre de Park, Africa Asia and the History of Philosophy, Racism in the Formation of the Philosophical Canon, qui est paru en 2014, c'est au XVIIIe siècle que les systèmes non occidentaux ont été évincés de l'histoire de la philosophie par les kantiens, qui ont inventé une nouvelle manière d'écrire l'histoire de la philosophie. Ils l'ont fait commencer au grec, alors que jusque-là, les histoires de la pensée commençaient soit en Inde, soit en Chine. Et l'on savait que les philosophes grecs étaient allés se former en Égypte. Alors cette éviction pose une question difficile sur l'autonomisation des champs de production scientifique. C'est leur clôture et l'affirmation de leur autonomie, dans ce cas de la philosophie par rapport aux pensées spiritualistes, par exemple. Donc cette clôture et l'affirmation de cette autonomie peut aller de pair avec la monopolisation par un groupe de la légitimité de l'accès au savoir. En fait, on peut faire le même constat sur la naissance de la sociologie, qui est passée par l'éviction des femmes, par l'exclusion en fait du travail social de la discipline qui s'est constituée au début du XXe siècle aux États-Unis, parce que les femmes travaillaient plutôt dans le domaine du travail social. Donc le retour sur cette histoire est indispensable, de même que celui sur la notion de révolution scientifique, car Kuhn parlait de révolution scientifique au pluriel, et la codification de cette notion au singulier est en fait liée, comme l'a montré mon collègue Kapil Raj, à l'entreprise hégémonique états-unienne des années 40, donc à des intérêts géopolitiques. Voilà, donc je pense qu'il faut renouer le dialogue sur les savoirs non occidentaux contre l'ethnocentrisme occidental et aussi contre l'indigénisme, qui est une forme de résistance à l'hégémonie occidentale, mais qui tend à essentialiser les traditions culturelles. Merci. Et du coup, concrètement, comment arriver à un tel décentrement ? Quels sont les dispositifs institutionnels, les supports de production des savoirs qui existent éventuellement dans ce sens ? Et je pense entre autres au projet Interco SSH que Marcus a évoqué lors de votre présentation et donc que vous avez coordonné. Quels en sont les résultats ? Alors tout d'abord, l'université elle-même, comme le dit son nom, hein, Universitas, a une vocation universelle depuis ses origines, et elle est un lieu très important de circulation des personnes et des idées. Toutefois, la nationalisation de l'enseignement et de la recherche et la compétition internationale ont cloisonné les champs académiques nationaux dans un espace mondial où les ressources et le prestige sont inégalement distribués. En témoignent les flux asymétriques entre les pays de migration, j'entends scientifique. Et la circulation des étudiants est conditionnée non seulement par des compétences linguistiques, mais aussi par les ressources économiques dans les systèmes où l'enseignement supérieur est payant, comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni, où dépend de l'obtention de bourses, ce qui est évidemment statistiquement plus rare. De fait, ce sont surtout les enfants des élites qui migrent pour leurs études, surtout depuis les pays non occidentaux. Cependant, même à ce niveau des élites, la circulation peut donner des opportunités à des groupes minorés, par exemple les femmes. Hein, au début du siècle, par exemple, de jeunes femmes venaient d'Europe de l'Est faire leurs études en France parce qu'elles n'avaient pas la possibilité d'étudier dans leur pays. Alors on sait aussi que le surinvestissement scolaire des élites d'origine juive dans ces pays d'Europe de l'Est tenait à leur exclusion des postes de l'administration. Donc ils se tournaient vers le droit, la médecine, avant l'instauration d'un numerus clausus qui restreignait leur accès.
Alors, ce n'est pas seulement dans cette région, mais aussi aux États-Unis qu'il existait un numerus clausus, qui était secret, celui-là, pour les Juifs, par exemple à Yale, dans les années 50. Dans les années 70, une mesure inverse, celle de l'affirmative action, a visé à favoriser l'accès à l'université de jeunes afro-américains. Alors, les données qu'on a recueillies dans le cadre du projet Interco ont permis d'observer une internationalisation des étudiants dans les pays européens au niveau du master dans la période récente, mais qui reste variable selon les disciplines. Par exemple, en France, le taux d'étudiants étrangers atteint 1/3 en économie et il est inférieur à 7% en psychologie. En doctorat, ces pourcentages sont beaucoup plus élevés, plus de 50% en économie, plus de 35% en philosophie, sociologie et sciences politiques, et autour de 25% en psychologie. Nombre de pays comme le Brésil allouent des bourses aux étudiantes pour aller passer un certain temps à l'étranger. Les étudiants brésiliens arrivent ainsi en deuxième position des étudiants étrangers à l'école des hautes études en sciences sociales, derrière les Italiens, en raison de fortes coopérations passées avec le Brésil, et aussi en raison de la réception très importante de la pensée française au Brésil. Les Allemands n'arrivent qu'en 5e position, derrière la Colombie et la Turquie. Alors, il y a des formations plus internationalisées ou au moins régionalisées, comme l'Institut universitaire de Florence ou la Central European University, CEU, qui a dû récemment, malheureusement, se délocaliser de Budapest à Vienne pour des raisons qu'on peut dire politique, même si ce n'est pas la raison officielle. La raison officielle, c'est le financement étranger, mais enfin, voilà. Parlant de dispositifs, alors plusieurs universités en France ont mis en place des programmes d'accueil d'étudiants en exil. Je m'occupe par exemple d'un tel programme à l'école des hautes études en sciences sociales. Il offre en fait des conditions d'exonération de frais d'inscription qui est automatique pour les étudiants réfugiés, qu'il faut solliciter pour les demandeurs d'asile, une offre d'enseignement du français. Nous avons recruté une linguiste syrienne, elle-même réfugiée, Nisrine Al-Zareh, une possibilité de faire le M1 ou le M2 en 2 ans, et puis aussi un accompagnement et suivi renforcé. Voilà. Et nous avons accueilli environ 80 étudiants. Voilà. Au niveau des enseignants et des chercheurs, il y a aussi des programmes d'accueil de réfugiés, certains qui remontent aux années 30 pour accueillir les universitaires fuyant le nazisme, puis après la guerre, le communisme, comme Scholars at Risk. Alors on sait cependant que ces programmes sélectionnaient en fait plutôt des hommes jeunes, c'est-à-dire des hommes jeunes, voilà, avec plus de soi-disant chances d'intégration. Plus récemment, nous avons mis en place en France le programme PAUSE, auquel je participe aussi pour accueillir des chercheurs en danger, et c'est le parallèle de la Fondation Philippe Schwartz en Allemagne. Voilà. Alors, au niveau des enseignants, la part d'étrangers est assez faible. Alors, je prends encore l'exemple de la France, mais nous avons produit des données pour 7 pays. Le recrutement des enseignants-chercheurs qui sont des fonctionnaires a longtemps été suspendu à la condition de nationalité française. Le taux de maîtres de conférences de nationalité étrangère a augmenté à partir des années 2000, passant de 10% à 15% en moyenne. Ce taux varie évidemment entre disciplines. Il est plus élevé en sciences de la nature et en économie qu'en sciences humaines et sociales, ce qui s'explique évidemment en partie par la barrière linguistique. L'augmentation est semblable au CNRS, au Centre national de recherche scientifique. La plupart, cependant, proviennent des pays européens. Seuls 4% sont issus de pays non européens. Notons cependant que la majorité des enseignants étrangers ont fait leur thèse de doctorat en France, et c'est aussi le cas aux États-Unis. C'est-à-dire que les chances d'avoir un poste académique avec un doctorat étranger sont très faibles dans les pays dominants dans cet espace mondial, alors que les pays dominés, pour les pays dominés, c'est le contraire. En fait, les meilleurs étudiants partent souvent faire leur thèse à l'étranger. C'est le cas, par exemple, en Israël. Du coup, ça renforce aussi la centralité des paradigmes développés dans ces pôles dominants.
Alors, la circulation des personnes et des idées est aussi favorisée par des accords internationaux comme Erasmus, Erasmus+, qui permettent à des étudiants de passer un semestre dans une université étrangère. Et au niveau du master et thèse, il y a des accords d'échange, de co-tutelle aussi entre universités, des bourses de terrain qui sont allouées par les établissements. Les écoles d'été ou d'hiver ou d'automne favorisent aussi, peut-être de printemps, ces circulations. Un doctorat européen a été mis en place et les bourses Marie Curie soutiennent aussi la mobilité des jeunes chercheurs au niveau de la thèse et du post-doctorat. Au niveau des enseignants-chercheurs, il existe aussi des dispositifs d'échange et d'invitation de professeurs étrangers qui favorisent les circulations au niveau des établissements. Juste pour donner l'exemple de mon institution, l'École des hautes études en sciences sociales, on a des accords avec 5 universités japonaises, par exemple. Et il y a aussi des accords de mobilité comme la Fulbright, qui offre aussi des bourses aux doctorants. Mais il me semble qu'il faut renforcer les dispositifs d'invitation de chercheurs non occidentaux. Oxford a par exemple créé un support spécifique d'invitation d'un ou une chercheur du Global South, du Sud, comme on dit. Alors, concernant la diffusion des savoirs, il y a d'un côté les colloques et les congrès organisés par les sociétés et associations internationales, de l'autre les publications. Alors, la création de ces associations internationales après la Deuxième Guerre mondiale, avec le soutien de l'UNESCO, a favorisé la circulation internationale de certaines disciplines qui se sont institutionnalisées au sein de l'université à partir des années 50, comme la sociologie, l'économie, la psychologie. On pense que ce sont des histoires nationales, mais elles ont été vraiment impulsées par cette circulation du modèle à l'instigation de l'UNESCO. Et on constate en même temps que la participation à ces congrès est très inégalement répartie entre les régions du monde. En fait, 80% des participants au congrès de l'International Sociological Association proviennent d'Europe ou d'Amérique du Nord. Il y a des dispositifs spécifiques mis en place. Par exemple, actuellement, à l'ISA, l'International Sociological Association, qui est dirigée par Sari Hanafi, présidée par Sari Hanafi, qui a mis en place des workshops pour aider les chercheurs du Sud, par exemple, à rédiger des articles en anglais. Voilà, donc ça demande quand même des dispositifs spécifiques. Alors, ça me conduit aussi aux publications qui soulèvent le problème épineux de la langue de communication. La science a toujours rêvé d'une langue universelle. L'arabe l'a été dans la période andalouse, avec le latin, qui fut la principale langue de communication dans l'Europe des 16e et 17e siècles, mais il y en avait d'autres en Asie. Puis, au 18e, le français est devenu une langue de communication scientifique, mais dès le 19e, l'anglais et l'allemand se sont imposés dans le domaine des sciences de la nature, et à la fin du 19e, alors que la nationalisation des systèmes universitaires divisait la communauté scientifique européenne, l'espéranto a constitué un espoir qui a été vite abandonné. Et les langues dominantes se sont imposées, français et anglais. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'anglais qui l'a emporté, et même si le français reste une langue de communication internationale, comme dans ce séminaire, par exemple. Mais c'est de plus en plus rare hors des espaces francophones. Alors, les sciences de la nature ont adopté l'anglais, et pour les sciences humaines ce choix et social, ce choix est en fait moins évident, dans la mesure où les théories et concepts sont inscrits dans des traditions nationales, ou en tout cas régionales, ou même locales. Et l'adoption d'une langue unique aurait certes l'avantage de réduire les ambiguïtés, mais elle a aussi des inconvénients. D'abord, elle crée une inégalité entre les locuteurs natifs et les autres, donc limitant les conditions d'accès à l'universalité. Ensuite, elle réduit l'espace des possibles et des pensables, alors que la traduction l'enrichit. Et enfin, ce n'est pas seulement une question de langue, mais aussi de forme d'argumentation qui varie d'une tradition intellectuelle à l'autre.
Alors pourquoi se priver de cette richesse qui nous conduit à relativiser notre manière de penser plutôt que de figer des automatismes qui peuvent vite se transformer en routine, voire en dogmatisme et être contraires à l'innovation, même si évidemment une part de routinisation, de standardisation est indispensable à toute communauté scientifique. Il faut avoir des conventions, il faut qu'on s'accorde sur un certain nombre de protocoles et ainsi de suite. Donc, moi, personnellement, je préconise, j'ai beaucoup développé ça, l'introduction d'ateliers de traduction de sciences humaines et sociales dans toutes les formations de ces disciplines, comme un exercice intellectuel, au même titre que le compte-rendu d'ouvrage ou la dissertation, parce que je pense que c'est vraiment très bénéfique à la réflexion et à la relativisation de nos manières de penser et de nos concepts. Concernant la publication, il existe deux types en fait, de supports de diffusion des savoirs au sein de la communauté scientifique. Ce sont les revues et les livres. Alors, les revues constituent en principe l'espace le plus autonome de communication entre pairs. Elles sont aujourd'hui le support privilégié par les instances d'évaluation selon le modèle qui prévaut dans les sciences de la nature, qui réserve le livre à la vulgarisation. Mais en sciences humaines et sociales, les articles ne présentent souvent que des résultats partiels ou une synthèse de travaux plus approfondis. Et la publication en livre est non seulement un moyen de les faire circuler dans le monde académique, mais aussi de le diffuser dans l'espace public, car même les revues en open access sont souvent très spécialisées et trop spécialisées pour atteindre le grand public. Alors les livres sont aussi sont ceux publiés tantôt par des éditeurs académiques, tantôt par des éditeurs généralistes, mais ceux qui sont publiés justement par des éditeurs généralistes suivant la tradition européenne ont aussi plus de chances d'avoir un écho médiatique dans l'espace national, à condition d'être rédigés dans la langue du pays. C'est pourquoi les traductions sont indispensables et elles nécessitent des aides, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau européen, et évidemment au-delà. Or, la circulation des livres entre langues et pays est très inégale. J'ai identifié une série de facteurs qui déterminent les chances pour un livre de sciences humaines et sociales d'être traduit. C'est la centralité de la langue. Donc on traduit plus volontiers des livres écrits dans des langues centrales. La centralité de la tradition intellectuelle, par exemple la philosophie allemande a plus de chances d'être traduite que la philosophie italienne, disons. Le capital symbolique de l'auteur, les classiques ou ceux en voie de classicisation, comme les auteurs de la French Theory, ont plus de chances d'être traduits. Et l'on constate aussi, à ce titre, du point de vue de l'auteur, des propriétés de l'auteur, des inégalités genrées. J'ai pu constater que seuls 15% des livres de sciences humaines et sociales traduits du français en anglais et vice-versa sont écrits par des femmes, et je suspecte que ce soit encore plus faible dans d'autres échanges qui sont moins ouverts à la question genrée que l'espace anglophone. Alors j'ajoute au capital symbolique de l'auteur le capital symbolique de l'éditeur. Par exemple, Oxford University Press ou Harvard University Press exportent le plus de sciences humaines et sociales de l'anglais vers d'autres langues. Du côté français, c'est le seuil. Je pense que côté allemand, Zollkamp devrait arriver à une position assez élevée. Voilà, donc le capital symbolique de l'éditeur d'origine et aussi le capital symbolique de l'éditeur qui traduit, parce que l'éditeur qui traduit a le pouvoir de propulser un livre sur la scène internationale, comme Harvard University Press l'a fait pour des livres comme La distinction de Pierre Bourdieu, ou Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. Alors, ce n'est pas seulement l'effet de l'éditeur, parce que pour l'éditeur lui-même, c'était un succès absolument inédit depuis sa fondation, mais évidemment, ces éditeurs plus en vue, dotés de capital symbolique, ont plus de pouvoir en fait d'exporter ce qu'ils publient. Et bien sûr, s'ajoutent à cela les propriétés du livre, le contenu, par exemple les comparaisons internationales favorisent la traduction, le style narratif
parce que c'est privilégié, notamment dans le monde anglo-saxon ou théorique. Ça facilite aussi la circulation. La longueur, il vaut mieux écrire un livre de moins de 300 pages pour être traduit. Voilà. Et puis les aides, évidemment, interviennent, et ces aides, comme on le sait aussi, sont très inégalement distribuées. Alors, pour corriger ces inégalités qui handicapent les ouvrages des langues et pays périphériques du système, et notamment des pays non occidentaux, il faut des programmes spécifiques. Par exemple, j'ai des collègues spécialistes de la Corée à l'école de hautes études qui ont mis en place un programme d'échange avec des collègues coréens pour favoriser des traductions du coréen en français, parce que presque rien des travaux coréens ne sont traduits en français. Il en va de même, par exemple, pour le Japon. Il y a très peu il y a des traductions littéraires, mais très peu de traductions de sciences humaines. Alors, concernant les revues qui sont censées être des lieux universels, l'inégalité de production entre régions du monde est abyssale. 50% des articles en sciences humaines et sociales recensés dans le Social Science Citation Index est publié en Amérique du Nord, 40% en Europe. Donc il reste 10% pour le reste du monde. Or, même si beaucoup de chercheurs de petits pays tentent d'écrire en anglais pour accéder à des centres de la production mondiale des savoirs, on sait que, par exemple, les revues américaines publient très majoritairement des chercheurs travaillant aux États-Unis. Et les collaborations internationales, alors ça c'est un indicateur intéressant, elles peuvent être mesurées par les co-signatures d'articles, comme l'ont fait mes collègues Yves Gingras et Johan Heilbronn. Donc à partir de cet indicateur des co-signatures, ils ont constaté par exemple une forte augmentation des collaborations intra-européennes dans les années 90, qu'on peut imputer à la mise en place de projets européens. Mais à la même époque, en fait, c'est avec les États-Unis, devenus dominants dans le champ global des sciences sociales, que les collaborations des chercheurs européens ont le plus augmenté. Voilà, donc on voit que les effets d'hégémonie jouent même plus que les programmes incitatifs. On sait aussi que pour les chercheurs non occidentaux, par exemple en Chine ou au Japon, la collaboration avec des chercheurs états-uniens ouvre un accès aux publications en anglais qui sont les plus valorisées aujourd'hui dans une carrière académique. Alors, outre ce problème d'inégalité, les revues anglophones sont de plus en plus aujourd'hui appropriées par des grands groupes d'édition privés qui détournent les ressources destinées à la recherche à leur profit, en exigeant que les chercheurs payent des sommes extrêmement élevées pour la publication en open access. Ça s'appelle le Gold Open Access, ce qui en fait renforce les inégalités, car ils font en fait payer 2 fois aux institutions la diffusion des savoirs, parce que donc les institutions doivent payer l'abonnement à ces revues, des abonnements qui sont devenus tellement coûteux que certaines universités n'ont même plus les moyens de les maintenir, et évidemment qui réduisent la possibilité d'acquérir des livres. Ça avait été pointé dans le livre de John Thompson sur les presses universitaires, alors même que tout le système repose sur le travail d'évaluation des chercheurs. Donc là, ici, il y a un système d'exploitation et de détournement pour des profits de la marchandisation du savoir qui est aussi un obstacle à son universalisation, puisque les articles vont rester de ces revues sous embargo ad vitam aeternam. Ça n'est pas le cas, par exemple, en France, où on a trouvé un accord qui permet leur diffusion publique 2 ou 3 ans. L'embargo est de 2 ou 3 ans après leur publication, et donc on a des archives ouvertes de toutes les revues scientifiques depuis leur origine. Et enfin, dernier point, les financements de programmes de recherche internationaux, comme les projets collaboratifs européens, ce qui était mon projet Interco SSH, ou les ERC, comme celle-ci, sont aussi de puissants dispositifs, mais leur régionalisation pouvait laisser craindre à une clôture géographique. Et il faut se féliciter du fait que la Commission européenne ait décidé finalement d'inclure les pays du Sud parmi les bénéficiaires possibles. Nous avions par exemple dans Interco SSH une équipe argentine qui a pu obtenir donc un financement dans le cadre du contrat, ce qui n'était pas possible au début de la Commission, puisque c'était réservé aux pays européens. Et puis très vite, ça n'a plus fait sens. Qu'est-ce que ça veut dire de faire une recherche
seulement européenne en fonction des pays qui cotisent. Il y a des objets qui peuvent nécessiter, si on travaille sur le colonialisme, on ne peut pas limiter la recherche aux pays européens. Donc nous nous sommes aussi donnés comme objectif dans Interco de publier dans toutes les langues des partenaires du projet, anglais, français, allemand, italien, hongrois, espagnol. Il n'y a qu'en néerlandais que cela ne s'est pas fait parce que l'anglais est trop dominant aux Pays-Bas et donc ça n'est pas rentable pour des chercheurs de publier dans leur langue. Merci beaucoup pour cette réponse. Moi, j'aimerais bien poursuivre avec une question qui porte sur le rôle de la matérialité et de la corporalité dans la production du savoir, puisque au sein de notre groupe de recherche, nous nous focalisons sur la question de savoir comment une nouvelle universalité se produit à partir du narratif et notamment en réarticulant corporalité et rationalité. La réflexion des différentes figures de l'intellectuel se fonde en général sur un travail rationnel, sur l'hypothèse d'une vérité scientifiquement établie. Mais comment prendre en compte des aspects comme les émotions, la perception et l'expérience de la réflexion? Et qu'est-ce que cela implique pour le travail des intellectuels et peut-être aussi pour le rôle que peut jouer l'intellectuel aujourd'hui ou dans le futur? Oui, merci pour cette question. Donc, la sociologie des intellectuels, telle que je la pratique, ne se réclame pas du tout de la théorie de l'acteur rationnel, bien au contraire. Elle s'inscrit en fait dans le sillage des logiques de l'action distinguées par Max Weber, qui ne voit l'action rationnelle que par rapport à un but que comme une option parmi d'autres. Donc il y a aussi l'action rationnelle par rapport à des valeurs, l'action traditionnelle et l'action qu'on appelle irrationnelle, qui est en fait affective. Donc, Weber avait déjà pensé cet aspect il y a fort longtemps. Toutes ces formes d'action valent pour les intellectuels autant que pour d'autres catégories sociales. Ils ou elles peuvent élaborer des stratégies tout à fait conscientes de maximisation de profits matériels ou symboliques, parfois même au détriment des valeurs qu'ils défendent ou dont ils sont les gardiens. Et ça se voit dans des régimes autoritaires qui recourent à des systèmes de gratification pour acheter leur loyauté. Mais aussi, ils peuvent agir de façon désintéressée parce qu'ils défendent certaines valeurs. J'ai par exemple travaillé sur l'engagement du philosophe Georges Canguilhem dans la résistance sous l'occupation allemande, et je me suis posé la question de quel rapport entre cet engagement et ses choix intellectuels. Voilà. Alors l'approche en termes de champ que développe Bourdieu donne à voir les logiques de concurrence qui orientent tout aussi bien les prises de position que les sentiments de jalousie et d'envie qu'on peut observer. Bon, j'ai pas par exemple travaillé sur la relation entre Drieux-La Rochelle et Aragon, et il y avait une forte relation au départ d'amitié, mais aussi d'envie de la part de Drieux-La Rochelle, qui a dicté un certain nombre de ces prises de position par la suite, puisque Aragon était communiste, il est devenu, il a opté pour le socialisme fasciste pour se distinguer d'Aragon. Alors c'est pas évidemment, on ne peut pas tout expliquer par ça, mais c'est un facteur explicatif qui s'inscrit dans un ensemble d'autres facteurs. Alors les journaux intimes et les correspondances sont des mines d'or pour justement saisir ces sentiments, ces logiques de concurrence, de jalousie, d'envie. Alors sur la dimension corporelle, la théorie de la pratique de Bourdieu, qui met l'accent sur l'importance du sens pratique qui est négligé par la tradition rationaliste, mais aussi l'accent sur la dimension pratique du travail des chercheurs et des créateurs. Il n'échappe pas à cette dimension corporelle. Et si elle s'intéresse moins, cette sociologie, aux objets que la tour, la sociologie de Bourdieu met en avant la matérialité des modes de circulation des idées à travers leurs supports. Par exemple, justement, la circulation des livres, la fabrication des livres, les modes de production et de diffusion des savoirs.
Alors, il faudrait certes pouvoir faire une sociologie de la vie affective des intellectuels, comme le proposait Loïc Vacan au colloque d'hommage à Bourdieu. Il parlait de Mauss et de Durkheim, Mauss, neveu de Durkheim, et les rapports affectifs entre deux. Alors, on dispose de plus de sources pour les intellectuels que pour d'autres, justement, sur ces questions. Le rapport aux parents, la fratrie, aux conjoints, laisse nécessairement des traces dans le travail intellectuel. Et donc, et dans les biographies intellectuelles, c'est quand même pris en considération. Quant au rapport au corps, dans le sillage de l'article de Boltanski sur le journal d'Amiel, un article de 1975, j'avais proposé comme un des facteurs de fabrication de la vocation la vocation d'écrivain chez les hommes, l'idée qu'il y aurait une féminisation de leur trajectoire, parce qu'ils ne répondent pas physiquement et dans leur comportement à la définition sociale de ce qu'on attend d'un homme d'action dans la société. Je pense que ça pourrait être valable même plus largement pour les intellectuels. Je pense que pour les femmes, ça serait plutôt le contraire, une forme de masculinisation des trajectoires. En tout cas, cette féminisation cette perception des enfants qui ne correspondent pas à ces attentes et ces standards. Il y en a un bel exemple dans le livre d'Édouard Louis, son roman autobiographique, Pour en finir avec Eddie Bellegueule. Voilà. Merci, Madame Sapiro. Dans l'émission Idées sur Radio France Internationale, où vous parlez de votre livre, peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? Vous évoquez les questions du droit, de la morale de l'écrivain et de la cancel culture, un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur aux États-Unis notamment. Selon vous, faut-il mettre la littérature coloniale à l'index? Faut-il mettre sous clé cet enfer d'une bibliothèque mondiale? Sinon, qu'en faire et comment l'enseigner? Faut-il déboulonner la statue de Colbert ou l'intégrer dans une nouvelle narration de l'espace public? Merci. Oui, merci pour cette question. Alors, déboulonner les statuts, cela s'est fait en 89 et n'a posé problème à personne. Dans les pays d'Europe de l'Est, au moment de la chute du communisme, alors que selon les périodes et constructions des identités collectives, on érige de nouvelles figures dans la mémoire collective au détriment d'autres, c'est le mouvement même de l'histoire. Cette mémoire et histoire se sont construits en excluant les femmes et les minorités, alors même qu'elles étaient présentes dans cette histoire. Et puis, on peut s'interroger sur l'habitude même de consacrer des personnes comme de grands hommes, évidemment on ne dit pas des grandes femmes d'ailleurs, comme des héros au lieu de célébrer des principes ou des œuvres. Alors, il en va de même pour les auteurs, parce qu'on les a consacrés en héros de la nation. On célèbre leur naissance, leur mort officiellement, plutôt que telle ou telle œuvre. On les sacralise, ce sont un peu des saints laïcs modernes, d'où les scandales quand on découvre que la vie de ces saints n'est pas aussi exemplaire qu'on l'imaginait, et quand la transgression des normes établies, généralement tolérées pour ces êtres d'exception, dépasse les normes de l'acceptable. Mais au-delà de leur comportement dans leur vie, il y a les œuvres elles-mêmes qui peuvent porter ou non la marque de leur comportement déviant, pédocriminalité, viol, ou de leurs engagements, racisme, antisémitisme. Alors dans le cas de Heidegger, par exemple, toutes les tentatives pour dissocier l'œuvre des engagements pro-nazis du philosophe ont échoué avec la publication des Cahiers noirs, qui datent des années 30, période désignée comme celle du grand tournant, dit Kehre, et qui révèle en fait l'inscription de l'antisémitisme au cœur même du nouveau cheminement de la pensée qu'il adopte alors. Faut-il brûler Heidegger? Moi, je ne pense pas, parce que cela aurait pour effet de produire une amnésie semblable à celle que produit le fait d'ignorer le problème. Et ce serait d'autant plus grave pour des œuvres de référence qui ont marqué la pensée ou la création de leur temps et eu un impact de plus long terme dans leur champ d'appartenance. Et il en va de même pour la bibliothèque coloniale.
Le livre d'Edward Said sur l'orientalisme a eu pour effet de porter au jour les mécanismes de la domination occidentale et de la violence symbolique exercée par les œuvres d'imagination pour reproduire en fait les schèmes de perception ethnocentrique qui hiérarchisent et minorent les autres cultures. Et ces mécanismes ont d'ailleurs, les mécanismes qu'il décrit ont une valeur transhistorique bien au-delà du cas étudié. Donc pour faire ce travail d'anamnèse de notre inconscient épistémique, il lui a fallu lire et analyser cette bibliothèque coloniale qu'on ne pourra plus jamais lire comme avant. C'est pourquoi le travail critique et historique est indispensable et il doit être enseigné comme tel. En même temps, on doit encore une fois faire un travail de révision du canon et des mécanismes d'exclusion des femmes et des minorités et des penseurs non occidentaux, ainsi que de tout ce qui a été exclu en fait dans ces processus de construction des références historiques. Et cela conduirait sans doute à relativiser la place de certains auteurs masculins blancs, mais ce type de réévaluation est permanent en fait, et on ne se demande jamais à l'inverse ce que cela fait aux femmes et aux minorités racisées d'avoir été exclues si longtemps de notre épistémé. Donc on craint pour Colbert ou pour Voltaire parce qu'on va les déboulonner leur statut, mais on ne s'interroge pas sur tous ces penseurs qui ont été laissés de côté pendant toutes ces décennies, voire siècles. ICOM's International Council of Museums propose une nouvelle définition des musées comme des democratizing, inclusive and polyphonic spaces, providing equal rights and equal access to heritage for all people, and having the mission to enhance understandings of the world, aiming to contribute to human dignity and social justice, global equality and planetary well-being. Fin de citation. Tout un programme qui fait en même temps écho à la cause postcoloniale et à l'héritage de l'universalisme. Bourdieu a réfléchi sur le musée et sur l'art dans le contexte d'une société urbaine de type capitaliste et en opposition au monde paysan ou ouvrier. Citation, le musée est important pour ceux qui y vont dans la mesure où il leur permet de se distinguer de ceux qui n'y vont pas. Cette domination symbolique, il pense surtout à la France paysanne, repose sur une absence d'éducation artistique. Ici, l'idéal du musée de la République est mis en question par l'analyse sociologique, comme il est par la contestation de l'universalisme européen. Repenser l'universalisme demande de repenser le musée encyclopédique, une institution qui est en même temps représentation de et utile à travailler l'universel. Et le musée tout court en tant qu'il est lié à la nation. Faut-il conceptualiser le champ muséographique parallèlement au champ littéraire, puisque le musée est globalisé tout comme la littérature mondiale, mais sans être pluralisé en littérature mondiale, en pluriel maintenant, comme le roman européen. Cela ne semble pas être le cas aujourd'hui, malgré la biennalisation de l'art contemporain. Au contraire, même dans la critique, le musée reste lié à la nation, au centre, et souvent aussi à un concept d'art idéaliste, du beau et du sublime. Alors on peut certainement parler d'un champ mondial des musées dans la mesure où le modèle de construction des musées a circulé, ainsi que les normes et savoir-faire associés, et que comme le modèle des littératures nationales, il s'est diffusé dans de très nombreux pays. En outre, les expositions temporaires circulent et le système de ces expositions repose aussi sur le prêt.
Alors ce champ est comme le champ littéraire transnational structuré de manière asymétrique entre les musées les plus anciens situés dans les centres culturels, Londres, New York, Paris, Berlin, Rome, et qui occupent une position dominante, et les petits musées de province ou de la périphérie qui ont beaucoup moins de ressources et de pièces maîtresses. C'est pourquoi le débat sur la restitution est un enjeu crucial. Il y a bien un niveau régional également. Il existe des musées européens comme le MUSEM à Marseille, musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée. Mais il est vrai que du fait qu'il s'agit souvent d'institutions publiques, elles restent gérées au niveau national, contrairement à la littérature qui est moins dépendante de l'État. Et les musées ont joué un rôle capital dans la reconnaissance de ce qu'on a appelé les arts premiers. On peut critiquer le musée Branly d'avoir exotisé ces arts, de les avoir décontextualisés, d'avoir muséifié ce qui était un art vivant, d'avoir occulté la manière dont les objets sont arrivés là, et ce qui a été d'ailleurs ensuite corrigé par les expositions temporaires qui sont très centrées sur le parcours de ces objets jusqu'au musée. Mais on ne peut nier que cette muséification a contribué à leur reconnaissance comme art à part entière. Et il est aussi de plus en plus courant, en Allemagne notamment, de juxtaposer des œuvres issues de ces cultures non occidentales avec des œuvres sacrées, chefs-d'œuvre en Occident. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant comme proposition. Mais une chose est de transformer l'espace d'exposition et autre chose d'élargir le public. Certes, les musées ont permis la démocratisation de l'accès à la culture, autrefois réservée aux classes dominantes, mais comme l'avait montré Bourdieu dans son enquête, le musée est aussi une institution qui exclut ceux qui ne se sentent pas légitimes pour y accéder. Francine Muel-Dreyfus, qui faisait partie de l'enquête de l'équipe des enquêteurs, raconte qu'une personne de classe populaire qui sortait du musée, qui a été sollicitée pour répondre au questionnaire, a rétorqué c'est déjà assez difficile comme ça d'aller au musée, je ne vais pas en plus passer un examen après. Donc voilà l'expérience que cela représentait. L'absence d'éducation artistique à l'école contribue à cette exclusion, car celles et ceux qui sont familiarisés avec l'art dans le milieu familial acquièrent dès l'enfance les codes et les compétences du jugement esthétique. Pour les autres, il faut un travail d'acculturation ou de faire des journées gratuites mais comme disait Bourdieu, en fait, il ne suffit pas d'abaisser le coût d'entrée et justement de faire des journées gratuites pour contrecarrer les inégalités de capital culturel qui font obstacle à la fréquentation des musées. Donc il faudrait sans doute introduire cela dans la formation scolaire, même si les historiens de l'art qui militent pour cela, c'est plutôt la vieille école des historiens de l'art, et ça n'est pas forcément, je pense, ce qui devrait être promu dans une conception alternative de l'universalisme. Alors après cette question sur les musées d'art moderne qui vient d'être posée, je voudrais poser une question d'épistémologie en partant de l'art contemporain. Si la fonction des arts depuis les dernières décennies du XXe siècle n'est plus de créer des objets esthétiques autonomes pour un spectateur ou lecteur désintéressé, mais d'expérimenter avec des contextes sociaux, d'explorer des savoirs relationnels, est-ce qu'une distinction stricte entre les savoirs produits par l'art et ceux de la sociologie est encore pertinente? Et sinon, où situer cette ou ces distinctions? La littérature et les arts peuvent avoir une dimension expérimentale et ce n'est pas nouveau. Ils peuvent véhiculer des savoirs, être source de savoirs. Ce n'est pas nouveau non plus. Toute la littérature réaliste et naturaliste du XIXe siècle s'est conçue en étroite relation avec la science. Elle se nourrissait de la science et elle revendiquait de dire la vérité sur le monde social. Zola a théorisé cette dimension expérimentale de la littérature.
Avec l'émergence des sciences humaines et sociales, la littérature et les arts expérimentaux ont abandonné cette ambition réaliste, mais pour donner à voir d'autres types de réalités, comme les réalités intérieures, en lien avec la psychanalyse, entre autres, à l'instar du surréalisme, ou en lien avec la phénoménologie, comme Sartre dans La nausée. Plus récemment, Annie Ernaux et Édouard Louis ont adopté un cadre d'analyse sociologique dans leurs récits autobiographiques, tandis que François Bon a employé la technique de l'entretien dans son roman Daewoo, même si certains entretiens sont imaginés. À l'inverse, les sciences humaines et sociales ont puisé dans la littérature et les arts. Bourdieu lui-même s'appuie souvent sur des citations d'écrivains qui exemplifient ce qu'il tente de théoriser. Certains des entretiens de la misère du monde ont été mis en scène au théâtre. Latour travaille aussi avec des metteurs en scène et expérimente aussi différentes formes de récits. Peut-on pour autant décréter qu'il n'y a pas de différence de régime épistémologique entre les sciences et les arts? Je ne le pense pas. Il y a un protocole d'enquête et d'administration de la preuve dans les sciences auquel ni les arts ni la littérature ne sont tenus. Il y a un cadre d'énonciation de ces modalités d'enquête et d'obtention de résultats qui ne peut pas être contrôlé par les pairs. Il y a un recours contrôlé à un vocabulaire conceptuel prédéfini ou que l'on doit définir. Bref, le régime épistémologique n'est pas le même. Ce qui ne signifie pas que la littérature et les arts ne sont pas porteurs de savoir, encore une fois. Le philosophe Jacques Bouvresse parle à propos de la littérature de connaissances pratiques. Comme le précise le philosophe Pascal Angel, cette connaissance pratique est moins un know-how qu'une expérience de pensée, parce qu'on ne fait pas les choses soi-même, mais on fait une expérience de pensée, mais elle peut tout à fait faire progresser notre compréhension du monde ou notre manière de voir en débanalisant nos schèmes de perception. Moi, je disais toujours que j'ai tout appris dans la littérature, dans mon enfance, dans ma jeunesse. Alors, dans mon livre « Les écrivains et la politique », je suggère d'ailleurs d'étudier la littérature dans ses rapports au savoir, le naturalisme véhiculé, les théories scientifiques et les savoirs de son temps, sans distance critique, par exemple avec la théorie de la dégénérescence. Donc ils peuvent véhiculer des savoirs qui vont s'avérer faux, tout comme des préjugés. Mais certaines œuvres peuvent aussi être précurseurs de savoirs non encore établis. Je pense que les explorations surréalistes de l'inconscient avaient ce caractère expérimental. Vous avez évoqué précédemment le rôle important de la traduction dans les sciences humaines. Et ma question porte sur les enjeux politiques de la traduction de la littérature et sur la façon dont l'approche sociologique fait évoluer la traductologie. Dans l'ouvrage que vous avez dirigé en 2008, Translatio, le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation, vous expliquez que l'approche sociologique de la traduction se fonde sur une rupture avec l'approche herméneutique. Pour schématiser, on pourrait dire que l'une conçoit une politique et une éthique du traduire, je pense ici à Méchonic, à Ricoeur, et que l'autre conçoit une politique de la traduction. L'une pensant le dialogue interpersonnel qui s'engage entre le traducteur et l'auteur comme une expérience de subjectivation dans le langage, à partir des notions d'altérité et d'hospitalité, l'autre analysant les flux de traduction d'une langue à l'autre pour comprendre les logiques de transformation des champs littéraires nationaux, la constitution d'un champ littéraire peut-être transnational. Alors, avec le recul aujourd'hui, diriez-vous que ces deux approches sont capables de dialoguer? Et en quoi ce dialogue peut-il contribuer à redéfinir les enjeux politiques de la traduction?
Oui, merci pour cette question. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle dialoguer. L'herméneutique qui sacralise le texte original et déconnecte le geste de traduire de toute condition sociale rejette d'emblée l'analyse sociologique. Mais la sociologie de la traduction ne s'arrête pas à l'analyse quantitative des flux. Si vous lisez nos travaux, vous verrez qu'on s'intéresse à toute la chaîne des acteurs de cette circulation, de l'auteur aux critiques qui recense la traduction, en passant par les éditeurs, les agents, les traducteurs. Or, ceux qui importent les textes dans une autre langue et une autre culture agissent avant tout dans la culture d'accueil. Comme le soulignait Pierre Bourdieu, dans son texte programmatique sur les conditions sociales de la circulation internationale des idées, on ne peut comprendre cette circulation et les appropriations et usages des textes importés que si l'on décentre le regard de la culture d'origine vers la culture d'accueil. Bourdieu faisait là la même hypothèse que les fondateurs des Translation Studies, Itamar Ebenzoar et Gidon Touri, qui se sont intéressés aux normes de traduction en les inscrivant dans la culture d'accueil, ce qui constitue aussi une rupture avec l'herméneutique. Moi, je viens de cette école, hein, j'ai étudié avec Ebenzoar et Touri avant de travailler avec Bourdieu. Pierre Bourdieu notait en effet à la suite de Marx que les textes circulent sans leur contexte, ce qui est source de malentendus. Ces malentendus sont dus à 3 opérations effectuées par les importateurs: la sélection, le marquage et l'interprétation. Nous avons au Centre européen de sociologie et de sciences politiques développé une méthodologie mixte, quantitative et qualitative, pour étudier ces circulations. La sélection des traductions est repérable à travers les flux d'une langue à l'autre, qu'il faut décomposer selon des catégories d'ouvrages, les auteurs, les genres. C'est un long travail fastidieux sur des bases de données. Mais ce travail nous permet aussi de repérer les principaux acteurs de cette circulation. Éditeurs, traducteurs, les agents littéraires sont moins visibles au niveau des bases de données, mais on peut déjà repérer les éditeurs, les traducteurs, les préfaciers, et donc nous pouvons les situer ensuite dans le champ d'accueil. Alors, l'étude des catalogues d'éditeurs, de leurs archives, les entretiens avec eux permettent d'analyser les opérations de marquage, d'étiquetage, dans quelle collection, sous quelle étiquette ils paraissent. Par exemple, Habermas en France a été labellisé philosophe plutôt que sociologue. Le label French Theory a été forgé aux États-Unis. Il n'existe pas en France. Aujourd'hui, quand on veut parler de ça, on parle de French Theory, se référant donc au label construit aux États-Unis. Les pratiques de traduction doivent également être rapportées aux enjeux propres au champ d'accueil. Et là, on entre déjà dans l'interprétation, car traduire, c'est interpréter. Bourdieu dit des traducteurs de Heidegger en France qu'ils ont accru l'écart dans le vocabulaire conceptuel du philosophe entre ces concepts et les mots du sens commun dont ils se rapprochaient, ce qui a eu pour effet d'euphémiser et donc de dissimuler plus encore les liens entre cette philosophie et l'humeur folkish de la révolution conservatrice. Parce qu'il y avait des termes qui étaient vraiment très très proches de cette humeur folkish. Les conflits autour de traductions de grands auteurs comme Max Weber sont révélateurs des luttes théoriques dans le champ d'accueil et ont souvent peu à voir avec celles qui régissaient le champ de production de l'œuvre à l'origine. Ce travail de traduction va orienter et cadrer la réception critique de l'œuvre, les commentaires, les appropriations et usages ultérieurs de l'œuvre dans le champ d'accueil. Et je renvoie par exemple au très beau livre de Mathieu Hochkorn sur l'importation de John Rawls et des théories de la justice en France, où il montre comment, par exemple, la notion de fairness a été traduite en français équité, mais pour mieux l'opposer à égalité, ce qui n'était pas du tout le principe de fairness au départ. Fairness, c'était plutôt les mécanismes de discrimination positive. Et en France, ça a été utilisé, instrumentalisé politiquement pour remettre en cause les acquis de l'État-providence et des principes sociaux égalitaires.
Donc, si par herméneutique, vous voulez dire interprétation, il est évident que l'herméneutique non seulement croise, mais fait partie du travail des sociologues. Mais si vous vous référez à la tradition herméneutique en traductologie, je pense que le dialogue ne sera pas aisé. Par ailleurs, les notions d'altérité et d'hospitalité sont très nobles, et j'aime beaucoup cette notion d'hospitalité chez Derrida, mais elles ne reflètent pas toujours les pratiques de traduction. Il y a des traductions qui sont faites dans un but purement alimentaire, qui cherchent l'efficacité et l'acceptabilité par le public le plus large, sans souci de l'original. Il y a des traductions qui sont faites dans un but politique, qui peuvent mutiler ou transformer les textes d'origine. Il y a des formes d'euphémisation qui relèvent de l'autocensure. Et je ne vois pas comment les notions d'altérité et d'hospitalité suffiraient à rendre compte de la diversité de ces pratiques. Je tiens à préciser que j'ai une petite expérience de traductrice, pas seulement de littérature, mais aussi de sciences humaines et sociales. J'ai traduit par exemple des textes de Bourdieu en hébreu, en anglais. J'ai beaucoup révisé aussi, donc je connais de près les problèmes de traduction, et ma préoccupation était souvent de trouver un équilibre en fait entre adéquation à l'original et acceptabilité du texte en hébreu. C'était aussi être assuré de sa bonne interprétation et faire apparaître les doubles sens, donc des questions pratiques très concrètes. Voilà, et je passe ma vie à défendre la traduction, mais je dois dire que beaucoup de traductions sont très mauvaises, et c'est une véritable tragédie secrète de la circulation des savoirs. Les effets sont moindres pour la littérature, mais c'est tout de même désastreux de faire circuler des mauvaises traductions. Merci pour cette réponse. Donc, si je comprends bien, vous préférez peut-être à la suite de quelqu'un comme Pascal Casanova, par exemple, je pense aussi à Tiffaine Samoyo, vous préféreriez aujourd'hui appuyer, souligner les effets de violence et de domination qu'entraînent donc les échanges de traduction, la circulation qui se situe au niveau de la traduction, plutôt que d'insister sur les notions d'altérité et d'hospitalité. Alors, si j'ai bien compris, mais reprenez-moi, ça m'amène à vous demander si l'approche sociologique de la traduction touche finalement véritablement à la question de l'universel, comme c'est le cas d'une approche herméneutique que je situe véritablement donc du côté de, je persiste, du côté de Méchanic et de Ricoeur, donc d'un dialogue qui va produire, on parlait de la production de soi dans le récit de soi, mais il y a aussi une production une subjectivation donc, dans la pratique de la traduction, donc de l'autre, le dialogue entre soi et l'autre. Alors, là, il me semble qu'on touche à la question de l'universel. Mais est-ce que l'approche sociologique de la traduction, en soulignant les rapports de domination liés au marché de la traduction, ne renvoie pas plutôt à cette universalisation à partir d'un particulier que Souleymane Bachir Diagne ou Barbara Cassin décrivent comme un faux universel? Oui, alors je ne pense pas que les rapports de domination liés au marché de la traduction renvoient à une universalisation à partir du particulier. En fait, ils portent au jour des régularités qui montrent que cette circulation n'est pas arbitraire et que justement, ce qui accède au rang d'universel est souvent ce qui est au pôle dominant et central, renvoyant ce qui provient du pôle dominé et de la périphérie au particulier. Et ça, c'est un mécanisme que justement Pascal Casanova montre très bien dans La République mondiale des lettres. Alors Bachir Diagne et Barbara Cassin, qui sont des amis tout autant que Tiffaine Samoyo et que Emily Apter et que les gens qui... Enfin, je dialogue avec les gens des deux côtés.
seraient, je pense, d'accord sur ce point, Bachir Diane et Barbara Cassin, d'autant d'ailleurs que Barbara m'avait sollicité pour le catalogue de son exposition au MUSEM sur ce point précisément. Par ailleurs, comme je viens de le dire, la sociologie ne se limite pas à l'analyse des rapports de domination liés au marché de la traduction, elle essaye de comprendre les motivations économiques, politiques et culturelles des intermédiaires et les transformations que subit le texte et ses significations dans ce processus. Elle essaie de dégager des principes plus généraux et des configurations circulatoires. Alors, c'est vrai que je ne sais pas très bien ce que signifie toucher à la question de l'universel et je ne vois pas non plus en quoi l'approche herméneutique toucherait plus à l'universel que la sociologie. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la tradition intellectuelle dans laquelle je m'inscris, celle de Bourdieu, a une de ses racines dans l'herméneutique au sens de Dilthey, c'est-à-dire la signification objective et non subjective des phénomènes culturels dans un certain contexte, sens qui se retrouve chez Max Weber, et cette signification partagée, et c'est en cela qu'elle est objective, pose des défis à la traduction pour les raisons évoquées, que les textes circulent sans leur contexte. Et si certains traducteurs, pas tous, font l'effort de les restituer, enfin de resituer en fait les textes dans leur contexte d'origine, cela n'empêche pas leur appropriation et absorption dans l'espace de réception. Ce qui n'est pas en soi, ne me pose pas en soi problème, sauf quand c'est instrumentalisé de manière à faire dire au texte le contraire de ce qu'ils disent. Voilà. Bon, je pense que on s'approche un peu de la fin de notre entretien. Tu nous as dédié beaucoup de temps. Et je pense que tu as compris que toutes nos questions qui viennent des champs différents, des disciplines différentes, se fédèrent autour de l'enjeu de comprendre comment parler de quelque chose comme l'universalité après l'universalisme européen, enfin un certain universalisme européen, qui s'était longtemps basé sur des prémices que Jacques Derrida appelait ou qualifiait de logocentrisme ou de logophallocentrisme. Enfin, on peut continuer cette chaîne de concepts. Donc, en parlant de Derrida, on revient au début un peu de cet entretien et à une histoire plus personnelle, parce que Bourdieu et Derrida se sont connus en Algérie, pendant la guerre même d'Algérie, et ils avaient depuis une relation de sympathie réciproque. Dans leurs approches, il y a bien sûr d'énormes différences qui concernent notamment l'idée d'une possible objectivation, je pense, et pourtant, dans l'avant-propos de l'esquisse de théorie de la pratique, donc, qui est son célèbre essai théorique basé sur les études ethnographiques en Kabylie, Pierre Bourdieu parle de Derrida en mettant en avant l'importance de la fabrication du savoir par rapport au savoir même. Donc, vu tous les reproches faits à la déconstruction aujourd'hui, donc on revient là carrément au début, les alternative facts, et en fait tout ce reproche qui vient de là, est-ce qu'il faut défendre la pensée de Derrida et peut-être même de la déconstruction et la défendre avec Bourdieu peut-être même, et si oui, dans quel sens? Sur la fabrication du savoir, oui, il peut y avoir en effet convergence, même si Bourdieu et Derrida n'adoptent pas les mêmes méthodes. Et je suis en effet de celles et ceux qui défendent aujourd'hui ce qu'on appelle la déconstruction contre les attaques que subissent ce qu'on critique sous le label l'herméneutique du soupçon. Car la déconstruction a remis en cause un certain nombre de certitudes plus liées à des rapports de force qu'à une véritable connaissance. Elle a servi à remettre en cause le canon occidental, masculin, blanc. Elle a nourri l'émergence des études postcoloniales et des études subalternes. Elle a développé des méthodes généalogiques pour explorer notre inconscient épistémique. Même si je ne viens pas du tout de cette tradition, ayant dans mon parcours initial choisi la philosophie analytique et les approches scientifiques de la littérature et de la culture, et si je ne souscris pas à tout ce qui se pratique sous cette bannière, je dialogue avec des collègues états-uniens qui s'en réclament et qui font un travail tout à fait remarquable, des littéraires, des historiens.
Et c'est, comme la sociologie critique, une approche critique qu'il convient de défendre en ces temps de restauration, voire de révolution conservatrice. Merci beaucoup, Gisèle. Je pense que ce sont de très bonnes paroles sur lesquelles on peut terminer notre entretien. C'était très enrichissant, très éclaircissant, je pense. Ça nous a mené dans le contemporain, dans le politique, la politique du contemporain, si l'on veut, et je pense même au cœur de certaines questions. Donc un très grand merci, c'est un grand honneur et un très grand plaisir. Merci encore. Merci de vos questions, c'était très riche et très inspirant pour moi aussi. Merci. Merci beaucoup pour cet échange. Voilà, donc c'est le